Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de l'ATBVB, donc l'association des techniciens de bassin versant breton. Donc on organise une deuxième webconférence aujourd'hui sur les travaux en rivière, responsabilité, contentieux, et nous aborderons notamment les outils de pilotage de chantier dans le cadre de marchés publics avec Hugo Fécry du cabinet Coudray à Rennes. Donc je vais lui laisser la parole et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci. À tous, Hugo Fécry du cabinet Coudray. Donc, je suis avocat au cabinet Coudray. Je ne sais pas si vous connaissez notre cabinet. On est implanté à Rennes depuis maintenant 1983. Nous sommes une équipe de 35 personnes avec 24 avocats juristes. Nous sommes répartis donc à Rennes, Paris, Bordeaux, Caen, Toulouse et Brest. Donc, on est organisé en 5 pôles, un pôle environnement, un pôle institutionnel fonction publique, un pôle contrat public dans lequel je suis, un pôle foncier et un pôle en droit de l'urbanisme. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le thème de la formation, ce sont, dans la continuité d'une formation qu'on avait fait en 2018, toujours responsabilité contentieux dans les travaux en rivière. Là, on va aborder la question des travaux, des outils que vous avez à votre disposition pour piloter votre chantier. Et en réalité, ces outils sont des outils qu'on qualifie de contractuels. Les outils sont ceux prévus par votre contrat. Donc, en fait, on va dérouler. L'objectif n'est pas non plus d'être totalement exhaustif, parce qu'en réalité, en 1h30 ou en 1 heure d'intervention, c'est impossible. Donc, il faudra bien compléter par vos questions. S'il y a des questions que je n'aborde pas, voilà, il faut me les poser. Après aussi, je rappelle qu'il y aura une seconde formation qui sera sur le thème de la prévention, on va dire, des difficultés, des litiges dans les cahiers des charges. Donc, il y a toute une partie que je ne vais pas aborder aujourd'hui qui sera abordée en réalité dans cette formation. Voilà. Donc, je vais faire mon partage d'écran. Je vous ai préparé un support. Alors, c'est pas ça, c'est ça. Hop. Alors, je cherche. Mince. Alors, attendez. Ah, c'est bon. Normalement, c'est bon. Alors, donc, le sommaire. Les sommaires, ce sont les outils de pilotage. Donc, on va d'abord apporter, il y a deux choses à régler dans les contrats, dans votre chantier. Ce sont le respect des délais, le respect des coûts. Donc, voilà, ce sont les deux choses importantes pour un maître d'ouvrage public. Donc, on va d'abord aborder les outils de pilotage des délais d'exécution. Donc, il y a le régime des délais d'exécution. On parlera de l'importance du calendrier d'exécution des travaux, des modalités de prolongation de délai, de suspension de délai, et également le pendant, on va dire, des délais d'exécution, ce sont les pénalités prévues au contrat. Après, on va parler d'outils de pilotage des coûts, tout ce qui est modification de marché, en cours d'exécution, avenant, ordre de service. On va parler également des incidents de chantier, que ce soit des demandes de travaux supplémentaires ou de demandes indemnitaires de difficultés d'exécution du contrat. Et ensuite, on va également aborder les outils coercitifs. Donc, ce sont toutes les sanctions prévues au contrat, hormis les pénalités qu'on aura déjà abordées. Et enfin, je ferai de brefs propos sur les outils de règlement des litiges. Donc, alors, je vous ai fait un petit rappel du régime des délais. Alors, pourquoi je vous ai fait ça? Parce que ça paraît assez simple, mais finalement, ça ne l'est pas du tout. Par habitude, moi, je ne travaille qu'avec des maîtres d'ouvrage publics. On a toujours des difficultés à déterminer les délais, quels sont vraiment les délais opposables et quels sont les délais applicables dans le contrat. Donc, voilà, il y a des choses à vérifier, notamment, le premier point, c'est le point de départ du délai d'exécution. Donc, il y a 2 points de départ. La plupart du temps, c'est dès la notification du marché. Après, il y a certains marchés qui prévoient, et c'est ce qui est prévu au CCAG Travaux. Donc, quand on a une notification du marché qui vaut ordre de commencement, c'est une dérogation au CCAG qu'il faut prévoir dans son CCAP. Là, en fait, on donne pour ordre de commencer la préparation de chantier, qu'on abordera après, ou soit donc précisé, comme habituellement, par ordre de service. On reçoit un ordre de service qui dit
commencement de l'exécution de la période de préparation à telle date, puis commencement de l'exécution des travaux à telle date, normalement 2 mois après le commencement de l'exécution de la période de préparation. Il y a également le cas où on n'a pas un délai d'exécution, mais une date limite d'exécution. C'est possible, mais il faut fixer dans votre contrat une date limite de commencement des travaux, sinon c'est pas valable. Ensuite, la computation des délais. Hein. Comment on calcule les délais? Alors, je rappelle rapidement ce qui est prévu au CCAG travaux. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a différents types de délais. Ils sont soit exprimés en jours, soit en mois. Il y a des jours calendaires, des jours ouvrés. Donc, je vous ai donné des exemples. Par exemple, un décompte de délai d'exécution de 30 jours calendaires. Alors, n'hésitez pas si je me suis trompé, ça peut arriver. J'ai fait ça hier. Donc, la date de notification du marché, hein, qui vaut ordre de commencement du délai d'exécution, est donnée, par exemple, lundi. Le délai ne commencera à courir que le 23 juin à minuit. Hein, ça résulte de ce que je montre au-dessus. Et il expire le mardi 23 juillet 2020 à minuit. Un jour près, attention, hein, parce que quand on veut appliquer les pénalités de retard, il ne faut pas se tromper. En jour ouvré, c'est quoi? Ça veut dire en réalité que les jours fériés, les week-ends ne sont pas comptés. Donc là, on a, pour 30 jours, on a une date de fin de délai d'exécution qui sera au 4 août, avec un début au 22 juin. Et enfin, le délai d'exécution de 2 mois, là, on est de quantième en quantième. Donc, en fait, on rajoute juste 2 mois, sauf si, et là, c'est le cas, dans l'exemple, je n'ai pas fait exprès, si le dernier jour est un jour férié ou un week-end, à ce moment-là, on prend le premier jour ouvré suivant, et là, le délai n'expire que le lundi 24 août, au lieu d'expirer le 23 août à minuit. Le contenu des délais d'exécution, c'est ce que je vous disais, hein, ça comprend, donc sauf dérogation, à chaque fois je vous le précise, hein, parce que vous pouvez prévoir ce que vous voulez dans votre contrat. Hein, donc vous verrez, à chaque fois je rappelle, sauf dérogation, sauf dérogation. Le délai d'exécution, il comprend la période de préparation de chantier, qui est de 2 mois normalement, le délai de réalisation des travaux, le délai nécessaire au repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. Alors c'est important, hein, quand on calcule les pénalités, si vous avez un titulaire qui vous dit les prestations sont achevées, mais il n'a pas replié les installations de chantier, et il n'a pas remis en état des lieux, bah non. Donc le délai n'est pas terminé, l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné, ça continue à courir. Donc c'est ce que je vous disais. La date d'achèvement des prestations, alors là c'est un peu compliqué. CCAG travaux, donc c'est le titulaire normalement qui fixe, qui précise la date d'achèvement. Il alerte le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de la date à laquelle les travaux sont achevés ou le seront. Normalement, il le fait en amont, il fait dans les faits, c'est un simple mail, hein, la plupart du temps. Il avertit le maître d'œuvre, et là, entre eux, il demande la date, la fixation de la date des opérations préalables à la réception des travaux. Et souvent, ce qui est retenu comme date, c'est pas la date que donne l'entreprise, ça va être la date qui va être fixée comme date d'achèvement dans les opérations préalables à la réception des travaux, puis dans la décision de réception du maître d'ouvrage. Voilà. L'importance du calendrier d'exécution des travaux, là je rappelle le calendrier. Alors, dans le cadre des marchés uniques, on peut penser qu'un calendrier finalement, c'est pas très utile. Pourtant, c'est quand même indispensable parce que si vous n'avez pas de calendrier, par exemple, ça vous empêchera d'appliquer des pénalités au cours de l'exécution des travaux. Vous ne pourrez appliquer de pénalité que s'il dépasse le délai global fixé par votre acte d'engagement, par exemple. Parce que le calendrier, il est entre les mains, dans ce cas-là, du titulaire ou du groupement titulaire. Et il faudra bien vérifier et lui réclamer la transmission au moins 10 jours avant l'expiration du délai de la période de préparation pour que vous ayez votre calendrier, que vous puissiez le faire viser par votre maître d'œuvre et à ce moment-là, le rendre opposable et contractuel. Je rappelle à titre, je sais que dans certaines de vos opérations de travaux, vous n'avez pas de maître d'œuvre. Quand je parle de maître d'œuvre, si vous n'avez pas de maître d'œuvre, c'est vous le maître d'œuvre. Il y a toujours un maître d'œuvre, en fait, dans une opération de travaux. S'il n'y en a pas, le maître d'ouvrage devient le maître d'œuvre. Donc, toutes les obligations qui pèsent sur le maître d'œuvre sont transférées au maître d'ouvrage. Donc là, vous verrez, du coup, pas de maître d'œuvre, ça veut dire que c'est vous. Vous êtes obligé de tout faire. Le délai d'exécution, alors là, c'est le cas des travaux à lotis. Là, le calendrier devient obligatoire. C'est plus entre les mains de l'entreprise, c'est entre les mains, on va dire, du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Donc, le calendrier, il est établi par le titulaire de la mission OPC. Ça peut être un prestataire externe ou
directement le maître d'œuvre, ou si on est en interne, en maîtrise d'œuvre interne, le maître d'ouvrage. Donc toujours le même délai, hein, ce calendrier qui va venir, le calendrier détaillé d'exécution, se substituer au calendrier prévisionnel que vous avez joint à votre DCE, doit être établi au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période de préparation. Alors je ne voulais pas préciser, normalement il doit être fait en concertation avec les entreprises. Dans les faits, hein, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi ce que je vois, c'est qu'on l'établit, on le notifie par ordre de service, les entreprises l'acceptent avec ou sans réserve. Voilà. Et à ce moment-là, il devient opposable. Absence de respect de ce formalisme. Du coup, le calendrier prévisionnel qui était joint à votre DCE, qui est obsolète, reste le calendrier applicable. Et ça devient extrêmement compliqué d'avoir des délais contractuels opposables à votre contractant. La prolongation des délais. Alors, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça. Donc, il arrive par moment qu'il soit nécessaire de prolonger les délais. Le principe de la prolongation de délai, c'est qu'elle doit être faite nécessairement par avenant. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un accord entre les parties, entre le titulaire et le maître d'ouvrage. Il y a des exceptions. Ça peut intervenir par ordre de service dans plusieurs cas. Alors là, je les ai listés. Cas du changement du montant des travaux, d'une modification d'importance de certaines natures d'ouvrage, substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus, la rencontre de difficultés imprévues au cours de chantier, un ajournement de travaux décidés par le maître d'ouvrage, un retard dans l'exécution des opérations préliminaires qui sont à la charge du maître d'ouvrage ou des travaux qui ne sont pas dans l'opération globale, ou en cas d'intempérie, excédant les prévisions du marché. Donc, l'importance de la prolongation, elle est proposée par le maître d'œuvre et elle est décidée, attention, c'est important, ce n'est pas le maître d'œuvre qui décide, elle est décidée et notifiée par le maître d'ouvrage. Suspension des délais, c'est quoi? C'est l'ajournement en réalité. Attention à l'ajournement, voilà. C'est une décision également, non pas du maître d'œuvre, mais du maître d'ouvrage. En principe, toutes les décisions qui ont un impact sur le coût et les délais sont des décisions du maître d'ouvrage. Donc, il n'y a pas d'obligation de motivation. Avant d'être effective, elle doit faire l'objet d'un état des lieux contradictoire. Également, le titulaire, et ça c'est très important, conserve la garde du chantier, mais le pendant, c'est qu'il peut prétendre à l'indemnisation des surcoûts occasionnés par l'ajournement. Il va avoir un allongement de la période de garde, il va pouvoir prétendre à l'indemnisation de cette période de garde. Et attention également, un ajournement de plus d'une année permet au titulaire de demander la résiliation du marché. C'est un des rares cas où le titulaire peut demander la résiliation du marché. L'autre cas, c'est le non-paiement de 2 acomptes de travaux successifs. Donc là, l'intérêt de mes propos avant, c'était de vous expliquer en réalité l'importance des délais, comment ça fonctionne, pour justifier et comprendre les pénalités. Donc, sauf dérogation CCAG, les pénalités, elles sont d'un montant de 1/3 millième du montant hors taxe du marché. Attention, ce montant est le montant initial plus le montant des avenants qui seraient éventuellement intervenus. Les pénalités, elles sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. Le montant des pénalités n'est pas plafonné. Alors voilà, je rappelle, je vous donne des exemples jurisprudentiels qui réaffirment ces principes. Le seul constat par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage entraîne l'exécution et l'application des pénalités. Il n'y a pas besoin d'avertir le titulaire, il n'y a pas besoin de le mettre en demeure, il n'y a pas besoin de lui préciser les modalités de calcul prévues par le marché. Je vous avoue, dans le contentieux, souvent, quand on applique des pénalités, on voit en face, dans les mémoires en défense, vous ne pouvez pas appliquer les pénalités de retard parce que je n'ai pas été mis en demeure, je ne comprends pas les modalités de calcul. Non, c'est prévu au contrat, c'est comme ça. Il suffit de lire son contrat, de regarder les pénalités, d'essayer de comprendre comment elles ont été calculées. En fait. Alors, dans les faits, c'est vrai que la plupart du temps, les maîtres d'œuvre ou les OPC font des décomptes qui permettent à l'entreprise de savoir, ou dans les comptes rendus de chantier, de comprendre pourquoi on applique ces pénalités et quel montant. Donc le retard, attention, doit être imputable au titulaire. On ne peut pas appliquer des pénalités de retard à un titulaire si le retard ne lui est pas imputable. Et là, en revanche, c'est un peu problématique. Alors, je parle pour le titulaire. Il y a un inversement de la charge de la preuve, dans la mesure où ce sont des pénalités qu'on appelle de plein droit. Il y a une présomption qui pèse sur lui, comme quoi le retard lui est imputable. Et c'est à lui de démontrer, d'abord au maître d'ouvrage, puis, si jamais ils ne se mettent pas d'accord, au contentieux,
que les pénalités ne lui sont pas applicables. Et je vous avoue, c'est extrêmement difficile pour le titulaire. Hein. Pour avoir beaucoup de contentieux de pénalités de retard, la plupart du temps, elles sont rarement retoquées par le juge parce que l'entreprise n'arrive pas à démontrer que le retard ne lui est pas imputable parce qu'il lui est toujours un peu imputable. C'est le problème. Alors, quand même, le pouvoir du juge, hein, parce que voilà, les pénalités, ça peut être des sanctions maximales. Moi, j'ai l'exemple de marché à 80 000 euros, on a appliqué 70 000 euros de pénalité de retard. Ça peut même aller au-delà du montant du marché. Donc là, le juge, dans ces cas-là, il a un pouvoir de modulation qui lui permet, au regard du montant du marché et de l'importance des délais, alors l'importance des délais, c'est-à-dire l'importance du respect des délais pour le maître d'ouvrage, hein, on doit le justifier, il va moduler ces pénalités pour qu'elles aient un montant qui devienne raisonnable. Également, il peut les revoir à la hausse s'il les trouve dérisoires. Donc là, on a vu les délais. Je vais aborder les coûts. Donc, les outils de pilotage des coûts. Alors, attendez. Je vais peut-être regarder si vous n'avez pas des questions avant. Je vais regarder si vous n'avez pas des questions. Aucune question pour le moment? Vous m'entendez toujours bien? Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ont eu des soucis, mais sinon, la majorité entend bien. D'accord. Je suis désolée, mais il y a un enregistrement, j'enverrai l'enregistrement. Et il y a une question qui vient d'arriver. Un exemple de modification de délai, c'est ça. Pouvez-vous me donner l'exemple de la modification des délais? Alors, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Là, ce qu'on a vu le plus dernièrement, nous, on a eu énormément de demandes de prolongation de délai de la part des titulaires du fait des problématiques de crise sanitaire. L'exemple, le titulaire fait sa demande, il justifie qu'il va avoir des difficultés d'exécution, des pertes de cadence, des difficultés d'approvisionnement. Il y a une analyse qui est faite par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Et là, en fait, on va prolonger les délais en fonction de sa demande. Alors, c'est organisé par l'ordonnance. Il y a une prolongation de droit de 4 mois, je vous avoue. Alors, je vois une autre demande. Si avant, faut-il toujours faire un ordre de service ou on peut tout de même faire un avenant? Alors, effectivement, l'intérêt, ça c'est une très bonne question. L'avenant, c'est toujours mieux. L'ordre de service, en fait, ça permet, l'intérêt de l'ordre de service, c'est que ça évite pour le maître d'ouvrage d'avoir à se mettre d'accord avec le titulaire. C'est un peu, vous verrez, je l'aborde après dans les coûts, le pouvoir de modification unilatérale du contrat qu'a la personne publique, il est énorme. Ça lui permet, dans beaucoup de cas, vous avez vu, en fait, on peut quasiment tout le temps faire des ordres de service. Ça lui permet unilatéralement de dire je prolonge de 3 mois le délai. Comme ça. Et vous devez le supporter. Après, en face, on peut demander l'indemnisation. Mais voilà. Donc, le mieux, c'est de le faire par avenant. L'intérêt, c'est évidemment avec l'entreprise de se mettre d'accord avec elle sur le délai qu'il lui faut réellement et de l'impact du coût sur le marché de ce délai. Et à ce moment-là, vous pouvez maîtriser totalement les conséquences indemnitaires ou financières de l'allongement. Voilà, avec une clause de renonciation en recours dans votre avenant. Voilà. Donc, l'avenant est à privilégier, mais dans les faits, à moins de très bien vous entendre avec l'entreprise ou de dire il n'y a pas de difficulté, c'est difficile parce que opérationnellement, l'ordre de service est beaucoup plus efficient. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais aborder les coûts. On pourra revenir là-dessus après, de toute manière. Alors. Je reviens là-dessus. Alors, les outils de pilotage. Donc là, on va aborder les coûts. C'est ce qu'il y a on va dire, de plus complexe. Pourquoi? Parce que gros enjeux financiers, la maîtrise des coûts dans les marchés publics, attention, une bonne passation, une bonne expression du besoin, ça permet de faire des économies. Mais je vous avoue, des chantiers qui dérapent, ça, c'est ce qui coûte le plus cher au maître d'ouvrage. Pareil pour l'entreprise. L'entreprise qui a mal ficelé son offre,
elle peut se prendre un bouillon clairement en cours d'exécution. Donc, c'est très important de bien maîtriser toutes ces questions et de maîtriser les règles applicables. Donc, ce que je vous rappelais, le pouvoir de modification unilatérale du maître d'ouvrage. C'est important de connaître ça pour comprendre pourquoi il y a ce pouvoir clairement disproportionné en faveur du maître d'ouvrage public. Pouvoir qui tend à s'inverser aujourd'hui, mais en fait, inversement, qui peut être pallié par, donc ce sera le thème de la future intervention, par une rédaction du cahier des charges avec des dérogations. Voilà, en fait, le contrat, c'est la loi des parties. Mais le contrat peut prévoir des clauses totalement exorbitantes du droit commun, et donc il y aura toujours une disproportion. Donc le maître d'ouvrage, il peut à tout moment ordonner au titulaire de ne pas faire ou de faire différemment. C'est une règle d'ordre public. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est applicable même en l'absence de clause. Donc il n'y a pas de clause dans le contrat là-dessus, on peut quand même le faire, ou de stipulation contraire. Je vous donnerai des exemples quand on abordera le pouvoir de résiliation. De ce que ça veut dire. J'ai pas de clause, je peux quand même résilier unilatéralement, vous verrez, ça peut aller très loin. Ce pouvoir de direction, ça se traduit, c'est ce que je vous dis, par l'ordre de service, par opposition à l'avenant, où on doit se mettre d'accord et négocier. L'ordre de service, c'est un acte unilatéral qui peut tout de même faire l'objet d'une contestation de la part du titulaire, je l'aborderai après, mais qui quand même est une arme entre les mains un outil, entre les mains du maître d'ouvrage qui est important. Donc, en revanche, il y a des limites, bien sûr. On ne peut pas modifier l'objet du marché ou bouleverser son économie générale. On ne peut pas modifier les prix ou les clauses financières. Ça, c'est impossible parce que en soi, c'est une modification substantielle. On ne peut pas réduire les prix en cours d'exécution, ce n'est pas envisageable. Et on doit le faire dans le respect, bien sûr, du Code de la commande publique. Donc là, c'est quoi donc les modifications en cours. Donc effectivement, vous avez la possibilité dès votre marché, donc il faut le prévoir dans vos clauses, d'avoir une clause de réexamen. Et quelle que soit la variation du prix ou la modification, du moment qu'elle a été prévue initialement dans la mise en concurrence, vous pouvez la mettre en œuvre. C'est très pratique. Après, voilà, il faut connaître, je vous cite le Code de la commande publique, il faut que la clause elle soit non équivoque, clair, c'est assez difficile à mettre en œuvre. C'est assez rare en marché de travaux. Pour ma part, j'en ai jamais vu. Donc, ce qui est le plus connu, c'est l'avenant. L'avenant, ou aujourd'hui on appelle ça la modification de marché. Moi, je parle d'avenant parce qu'en travaux, on parle toujours d'avenant, c'est ce qui est prévu par le CCAG travaux. Donc, un marché, il peut être modifié sans mise en concurrence et mesure de publicité. Dans plusieurs cas, lorsque les modifications, ça c'est la clause de révision, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, des travaux, des fournitures ou des services supplémentaires sont devenus nécessaires, les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues, le nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, modifications ne sont pas substantielles, les modifications sont de faible montant. Voilà, donc ça doit être fait par l'écrit et dans le respect sans changer la nature globale du marché. Donc là, on rentre dans les cas, on a précisé. Donc ça peut être modifié le marché dans les travaux, quel que soit leur montant, alors, attention entre guillemets, quel que soit leur montant, mais toujours dans la limite de 50% du montant du marché initial. Parce que voilà, il faut lire les clauses de manière multiple pour comprendre. Donc c'est bien 50% si elles sont devenues nécessaires, elles ne figuraient pas dans le marché initial et elles ne peuvent pas être assurées par un autre opérateur économique pour des raisons techniques ou économiques. Sinon, il y a le cas des circonstances que l'acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. On appelle ça les circonstances imprévisibles. Ça, c'est en fait l'ancien, pour ceux qui connaissent l'ancien marché complémentaire. Nouveau titulaire se substitue, ça pose pas de problème. La modification n'est pas substantielle. Donc là, je la liste. En réalité, le plus important, c'est le seuil. Il y a une présomption de non-substantialité dans les marchés de travaux si la modification est inférieure à 15%. La gestion des incidents de chantier. Alors, c'est ça, les outils, c'est de gérer les imprévus. Les imprévus en termes de délai, on l'a vu, c'est des modifications de calendrier, d'édition de prolongation, d'édition d'ajournement. Pour maîtriser les coûts, il faut comprendre qu'est-ce qui est indemnisable en réalité pour le titulaire.
Donc là, on a deux choses. Nous avons les travaux supplémentaires et il y a autre chose, ce qu'on appelle les difficultés d'exécution et d'allongement des délais. Donc les travaux supplémentaires. Donc là, aujourd'hui, le Code de la commande publique prévoit ces travaux supplémentaires, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les travaux supplémentaires ou modificatifs demandés par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux et qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage, ont une incidence financière sur le marché public, font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire. Donc là, on est venu quand même codifier le principe de l'indemnisation des travaux supplémentaires. Donc là, les travaux supplémentaires utiles, utiles, c'est quoi en fait? C'est les travaux qui sont commandés. Commandés par quoi? Par ordre de service, par avenant ou par toute commande. On a vu des ordres de service ou des commandes par mail dans la jurisprudence. Là, je rappelle que également une décision intéressante, la commune de Faugerolles, qui est un peu ancienne, mais qui est toujours d'actualité, les stipulations de l'article 14.5 du CCAG travaux sont d'interprétation stricte. En effet, alors qu'une société avait émis des réserves sur un ordre de service de notification de prix provisoire, elle a été réputée les avoir acceptés, faute d'avoir proposé d'autres prix. On va apporter la réserve. Effectivement, ça c'est un peu le piège pour les entreprises. On a des travaux supplémentaires, c'est pas contesté par le maître d'ouvrage. On a l'article 14 qui est mis en œuvre par le maître d'œuvre. Pour ces prestations supplémentaires sur la base des prix initiaux du marché, il va faire des prix nouveaux provisoires qui va proposer par ordre de service, en passant commande, en envoyant à l'entreprise. L'entreprise fait sa réserve, mais dans le délai de 15 jours, ne justifie pas sa réserve, n'explicite pas sa réserve. Et en fait, passé ce délai, elle est réputée avoir accepté les prix provisoires en fait, qui deviennent définitifs. Donc c'est un peu imparable. Il faut être extrêmement vigilant pour les entreprises dans ces cas-là. Donc là, les travaux utiles, c'est ce que je vous disais, travaux commandés, il n'y a pas de débat. Il va y avoir un débat que je ne vais pas aborder sur l'ordre de service irrégulier. Donc là, je vous avoue, c'est à l'entreprise de prouver qu'elle a exécuté les travaux de bonne foi. Travaux supplémentaires indispensables. Bon, là, c'est vraiment là où il y a le plus de contentieux. Donc, c'est quoi les travaux supplémentaires indispensables? Ce sont les travaux nécessaires. Tout ça, je ne vous donne pas les exemples, mais ça ne sort pas du CCAG travaux, ça sort de la jurisprudence, tout ça. Donc, ce sont des travaux qui sont rendus nécessaires pour la viabilité de l'ouvrage, qui n'étaient pas prévus au marché, je rappelle toujours. Des travaux consécutifs à des modifications apportées par le maître d'ouvrage, on appelle ça les modifications de programme. Les travaux exigés par des organismes de contrôle et des services publics pour des raisons de sécurité, toujours s'ils n'avaient pas été prévus au contrat initial. Attention, la preuve du caractère indispensable des travaux est à la charge de l'entreprise. Vous voyez, c'est comme sur l'imputabilité des délais. On a toujours une disproportion en faveur du maître d'ouvrage. L'entreprise qui a réalisé des travaux supplémentaires, elle doit en plus démontrer qu'ils sont indispensables. Les travaux résultant de l'omission par l'entreprise d'études ou de travaux prévus au contrat ne sont pas indemnisés. Bah oui, parce que ce ne sont pas des travaux en fait supplémentaires. Elles résultent d'une faute de sa part, elles étaient prévues au contrat, donc elles ne sont pas supplémentaires. Et n'est pas indemnisable la substitution d'une technique plus coûteuse parce que l'entreprise n'avait pas su réaliser les travaux selon la technique prévue au contrat. Les travaux rendus indispensables par des erreurs de conception de la maîtrise d'œuvre doivent être intégralement payés à l'entrepreneur. Et là, en dessous, à charge pour le maître d'ouvrage de se retourner contre le maître d'œuvre pour obtenir sa garantie pour la prise en charge des surcoûts occasionnés par sa défaillance. Alors, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le montant des travaux supplémentaires qu'on fait supporter au maître d'œuvre, parce que sinon, il y aurait un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage. C'est uniquement le surcoût. Alors, l'exemple, c'est un défaut de conception qui conduit à réaliser un ouvrage que l'entreprise doit détruire et commencer. Le coût de la démolition, reconstruction qui ne devait pas être supporté par le maître d'ouvrage si le maître d'œuvre avait bien conçu dès le départ, peut être mis à la charge du maître d'œuvre, mais pas le coût des travaux supplémentaires, si vous voulez. Suggestion imprévue, toujours. Donc, la suggestion imprévue, c'est quoi? C'est conditions cumulatives pour que les événements survenus au cours de chantier présentent un caractère d'une suggestion technique imprévue. Alors, c'est quoi? L'événement possède un caractère exceptionnel et imprévisible. Il a une cause extérieure à partie. Il a pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Là encore, la preuve de l'existence des suggestions imprévues pèse sur le contractant de l'administration.
Ça rend... Alors, suggestion imprévue, je vous avoue, je crois, ça fait 7 ans que je suis au cabinet. On n'a jamais vu un maître d'ouvrage condamné sur ce fondement-là. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une expertise judiciaire, en fait. Et les entreprises, souvent, partent au contentieux sans expertise judiciaire et n'arrivent pas à démontrer la réalité, la suggestion technique. Et en plus, vous allez le voir, la jurisprudence, au-delà du fait de la charge de la preuve, il y a d'autres choses. Je vous précise, dans le cas où l'information fournie ou disponible au stade de l'élaboration de l'offre du titulaire était insuffisante, la théorie n'est pas applicable si l'entreprise a seulement pu procéder à des études ou vérifications ou étudier les difficultés de terrain. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est trompé, mais comme elle a pu venir sur place et regarder les documents ou poser ses questions, il n'y a pas de suggestion technique imprévue. Également, une clause permettant ou imposant au candidat de visiter les lieux exonère la responsabilité pour ces gestions imprévues. Et c'est très complexe d'aller sur ce terrain-là. Voilà, pareil, un juge administratif considère que si le marché est à prix global et forfaitaire, le titulaire doit vérifier les quantités nécessaires, de sorte que même si le CCTP n'a pas été fourni, il ne peut demander une indemnité. L'indemnité susceptible d'être accordée, alors c'est pareil, une fois qu'on a réussi à démontrer, il y a un gros débat et en réalité, le préjudice indemnisable pour l'entreprise se réduit comme une peau de chagrin. Pourquoi? Parce que contrairement aux travaux supplémentaires, où on peut demander en fait à être indemnisé, en fait en réalité on n'est pas indemnisé, on est payé du paiement des prestations, on est payé avec une marge bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas en suggestion imprévue. L'entreprise ne va être indemnisée que du surcoût supporté, sans marge bénéficiaire, attention. Et en plus, le Conseil d'État est venu dire il y a des aléas de chantier, et ben cette indemnité doit être encore retranchée d'un montant là, qui avait été évalué à 5%, au titre de l'aléa de chantier. On enlève encore en plus 5%. Donc là, on va basculer dans les difficultés d'exécution et l'allongement de délai. Alors avant, en fait, il y avait une théorie qu'on appelait le guichet unique, qui faisait que une entreprise qui supportait des difficultés d'exécution, qui étaient perturbées dans l'exécution de ses travaux ou qui subissait simplement un allongement du délai d'exécution du fait, que ce soit du fait du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, d'un tiers, d'une autre entreprise sur le chantier, c'était le maître d'ouvrage qui devait indemniser, à charge pour lui de se retourner contre le véritable responsable. Ben ça a été, il y a eu un revirement jurisprudentiel en 2013, la décision régionale de Normandie qui vient mettre un terme à la théorie du guichet unique et qui dit que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique. Et là, il y a une décision qui est venue préciser ce qu'étaient en réalité les fautes du maître d'ouvrage. Donc, les fautes du maître d'ouvrage sont celles commises, notamment, attention, c'est pas exhaustif ce qu'a fait le Conseil d'État, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, d'où l'intérêt de bien connaître son contrat et les outils que vous avez pour assurer le respect des délais et des coûts, dans l'estimation de vos besoins, alors là c'est en amont de la passation, et dans la conception du marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'on est responsable des manquements du maître d'œuvre? La jurisprudence n'a pas précisé, il n'y a pas eu de jurisprudence là-dessus du Conseil d'État depuis. Avant c'était le cas, on sait qu'un défaut de conception du maître d'œuvre, vous deviez indemniser, vous retournez contre votre maître d'œuvre. Là, est-ce que ça veut dire que vous êtes responsable de tous les défauts de conception de votre maître d'œuvre? J'ai envie de vous dire oui. À mon sens, c'est la position du juge. Donc là, je vais revenir encore voir si vous avez des questions. Alors, je vois là, travaux supplémentaires indispensables égale toujours quand erreur de conception ou erreur de travaux par entreprise. Alors, en fait, travaux supplémentaires indispensables, je pense que la question c'est si ça résulte d'une erreur de conception, oui, vous devez indemniser l'entreprise. En revanche, et à charge pour vous de vous retourner contre le maître d'œuvre. En revanche, si c'est imputable à l'entreprise elle-même, vous n'avez pas indemnisé. Parce que ce ne sont pas des travaux supplémentaires. Voilà. En fait, elle s'est trompée. Soit dans la réalisation, soit dans la phase de préparation de chantier, des plans d'exécution. Là, il n'y a pas d'indemnisation pour l'entreprise. Voilà.
Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les travaux supplémentaires. Oui, c'est énorme. Ouais. Alors, avenant, c'est ce que je vous ai dit. Avenant, aujourd'hui, modification de marché. Hein. Vous savez qu'avant, on pouvait passer des marchés complémentaires hein, qui allaient jusqu'à 50% du montant initial. Donc, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Effectivement, hein, la jurisprudence, c'était l'ancien article 20 du Code de la commande publique hein, qui disait bouleversement du contrat. On était à peu près à 15-20. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on a une présomption à 15. En dessous de 15, effectivement, on peut passer un avenant sans se poser la question, clairement. Au-dessus, il faut démontrer qu'on est obligé de passer par le même opérateur, que ce soit un impératif technique ou économique. Voilà. Et là, oui, effectivement, on peut aller à 50% et 50% par suggestion, imprévu, si vous voulez. Enfin, par aléa, si vous voulez. C'est bien 50%. Hugo, c'est Charlotte. Oui. Juste petite précision, n'hésite pas à lire l'intégralité de la question parce que dans l'enregistrement, il n'y a pas la bulle de conversation qui s'affiche. Ah oui, pardon. Voilà, ce sera pour les gens qui excusez-moi, oui. Un avenant possible jusqu'à 50% du montant initial, c'était énorme. J'étais resté à 15-20%. Oui, effectivement, le terme d'avenant, c'est ce que je disais, c'est bien ça, hein, c'est 15-20%. Mais aujourd'hui, le terme d'avenant a disparu du Code de la commande publique. On parle de modification et en fait, on distingue plus maintenant les avenants et les marchés complémentaires. Il faut juste vérifier le fondement de la modification et selon certains critères, on peut aller jusqu'à 50%, que j'ai rappelé en citant l'article du Code de la commande publique. Voilà. Je vais continuer. Plus de questions sur les... Je pense que c'est bon. Alors... les outils coercitifs. Ce sont les outils. Alors, parmi les outils coercitifs, je ne l'ai pas remis comme on en a déjà parlé. Il y a les pénalités de retard, bien sûr. Avec ces outils, il y a également d'autres qui sont prévus par le contrat. La poursuite de l'exécution des travaux aux frais et risques. La résiliation pour faute, alors ça c'est un terme que j'emploie moi-même, dite entre guillemets simple. Et il y a la résiliation aux frais et risques, hein, qui est pour faute également. Donc, la poursuite de l'exécution des travaux aux frais et risques, hein, c'est prévu par le CCAG Travaux, c'est quoi? Ça sert à quoi? On va dire, vous avez un problème momentané avec votre entreprise, elle doit réaliser une petite prestation, ça risque de bloquer la continuité de votre chantier, vous la mettez en demeure, elle ne le fait pas, et vous faites faire par une entreprise tierce ou vous-même les petits travaux réalisés. Puis, elle va être invitée à revenir sur le chantier une fois que ces travaux ont été faits et vous mettrez à la charge ces travaux dans le cadre de son décompte. Voilà, j'ai un problème, elle ne veut pas le faire, mais j'ai quand même pas envie de résilier, hein, parce que ça a des conséquences, la résiliation d'un marché, mais ça va me bloquer, donc je reprends la main. Hein, l'ancien CCAG appelait ça la mise en régie. Donc la mise en régie, ça revient entre les mains du maître d'ouvrage, et là, vous faites faire par un tiers ou vous-même, et vous reconfiez les prestations. Dans le CCAG Travaux, c'est précisé hein, que la poursuite de l'exécution des travaux, elle peut être faite, elle peut conduire à la résiliation du marché si, par exemple, vous refusez que finalement l'entreprise réintervienne sur le chantier. Alors, ensuite, il y a la résiliation pour faute dite simple. Donc, le CCAG Travaux hein, prévoit toute une liste hein, de manquements qui permet de résilier pour faute. Là, en fait, vous mettez en demeure l'entreprise de se conformer à ses obligations contractuelles. Elle ne le fait pas dans les délais, dans un délai raisonnable qui est de 15 jours. Hein. Vous verrez, j'aborderai la procédure après. Vous résiliez pour faute, mais tout s'arrête. Vous faites un décompte de résiliation. Il n'y a plus de lien avec elle. Vous repassez une commande auprès d'un autre prestataire qui va finir le chantier et vous, en réalité, vous vous débarrassez du titulaire comme ça. Sans l'indemniser, bien sûr, parce que c'est une résiliation pour faute. Vous ne payez que les prestations qui sont dues et exécutées et bien exécutées. Alors, juste sur ces deux fondements, pouvoir exorbitant, on vous rappelait du maître d'ouvrage. Moi, j'ai des cas où on a des difficultés d'exécution et on se rend compte que le CCAG Travaux n'est pas applicable parce que pas visé dans les pièces contractuelles et que les pièces contractuelles
ne prévoit pas de résiliation, de sanctions. Là-dessus, je ne vous les ai pas cités. La jurisprudence, elle a reconnu un pouvoir de résiliation unilatéral du maître d'ouvrage. Le plus connu, c'est pour motif d'intérêt général, mais ce n'est pas le seul. Il y a également la possibilité de résilier pour faute, unilatéralement, même si ce n'est pas prévu au contrat, parce que c'est d'ordre public. Et j'ai un exemple d'une décision du Conseil d'État qui autorise, même sans clause, la mise en régie aux frais et risques. Je n'ai pas d'exemple de résiliation pour faute aux frais et risques. Mais à mon sens, c'est possible aussi. Voilà. Ça pourrait être possible. On pourrait le prétendre si, en termes de contraintes opérationnelles, sur la base de cette jurisprudence sur la mise en régie, on pourrait peut-être aller jusque-là. Donc là, je vais aborder la procédure de résiliation avec la résiliation frais et risques, qui est la plus complexe. Pourquoi la plus complexe? Parce que vous allez en réalité devoir maintenir vos relations contractuelles avec l'entreprise défaillante jusqu'à complète exécution et paiement des travaux du marché de substitution. Donc là, on rappelle les phases. Vous constatez un manquement grave, exemple, inexécution ou exécution des travaux non conformes aux prestations du marché. Vous mettez en demeure de pallier le manquement constaté. Après l'expiration du délai prévu par la mise en demeure, donc 15 jours minimum, ça c'est prévu par le CCAG et travaux, ce délai minimal. Attention, ce délai minimum de 15 jours, vous devez quand même le faire dans un délai raisonnable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à une entreprise de faire en 15 jours ce qui nécessite 2 mois. Donc, dans les faits, quand on doit en arriver là, on interroge les techniciens, maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage, à votre sens, quel est le délai raisonnable pour exécuter ces prestations, en sachant qu'il a déjà eu tel délai pour le faire. Il faut le rappeler quand même. Donc ça, attention, un délai qui n'est pas raisonnable ne permettra pas, va vicier la procédure d'exécution frais. Donc, cette notification doit également comprendre la convocation des titulaires à un état des lieux contradictoire. Donc, effectivement, avant de passer la main à une autre entreprise, on fait comme une mini-réception. On constate les ouvrages exécutés, le matériel sur place, voilà, pour pas qu'il y ait de débat, et parce qu'en réalité, derrière, il y a un transfert de garde au futur titulaire qui vient pour le marché de substitution. Voilà, alors là, j'aborde un petit peu les problématiques de contestation de la décision de résiliation. À compter de la notification de la décision de résiliation, le titulaire dispose d'un délai de 2 mois pour saisir le juge de contrat en contestation de la validité de la décision de résiliation et, le cas échéant, solliciter la reprise des relations contractuelles, le paiement des prestations exécutées, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'irrégularité de la résiliation. Le titulaire, il peut en outre déposer un référé suspension contre la décision de résiliation. Alors, la reprise des relations contractuelles, je vous avoue, c'est un contentieux qui existe, mais qui, dans les faits, n'arrive jamais. Les personnes publiques sont rarement condamnées à la reprise des relations contractuelles. Pourquoi? Parce que le temps que le juge statue, le contrat est entièrement achevé et la demande de reprise des relations contractuelles, elle devient sans objet. Il y a un non-lieu à statuer là-dessus. Donc, en réalité, conseiller à une entreprise de faire un recours en contestation de validité de la décision de résiliation, sauf si c'est un contrat qui a vraiment une longue durée ou si on est vraiment au tout début d'exécution, n'a pas d'intérêt. Surtout que le référé suspension qui permet de suspendre les effets de la décision de résiliation qui serait irrégulière ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut démontrer une urgence pour l'entreprise. Et moi, j'ai des exemples de cas d'entreprises qui ont réussi à démontrer que si elles n'avaient pas le marché, si elles ne continuaient pas le marché, elles seraient mises en redressement en liquidation judiciaire. Le juge a considéré que ce n'était pas suffisant. Vous voyez, la position du juge administratif, elle est un peu incompréhensible par moment. En réalité, le vrai problème, c'est le paiement des prestations exécutées et l'indemnité des conséquences de l'irrégularité de la décision de résiliation. C'est ça le vrai contentieux de la décision de résiliation. Donc, suite à la décision de résiliation, on passe et on attribue un marché de substitution. On fait l'état des lieux contradictoire, c'est pour ça qu'on le convoque dans la décision de résiliation. Dressé sur le champ avec formulation d'un avis du maître d'œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages aux parties d'ouvrages exécutés. Et dans le délai de 10 jours suivant l'état des lieux contradictoire, on notifie les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages déjà exécutés.
Et là, on notifie au titulaire du marché de substitution son marché. On réalise les travaux par l'entreprise tierce aux frais et risques du titulaire. Après intervention du décompte général et définitif du marché de substitution, ce qui peut mettre énormément de temps. Établissement et notification du décompte de liquidation ou de résiliation à l'entreprise défaillante. Si le solde du décompte de liquidation est négatif, parce que vous avez par exemple trop payé par rapport au surcoût que vous supportez du fait de la mise de l'exécution des travaux frais et risques, vous allez devoir émettre un titre exécutoire ou de recette à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte de liquidation. Alors pourquoi 30 jours? Parce qu'à compter de cette date, en l'absence de mémoire en réclamation de contestation, le décompte de résiliation ou de liquidation devient définitif. Principe d'unicité et d'intangibilité du décompte, que je ne vais pas aborder là, qui sera abordé la prochaine fois, dans la future formation, qui en fait rend irrecevable l'entreprise à contester les éléments financiers du décompte. Et là, vous émettez votre titre, et en fait, c'est plié en fait. L'entreprise, elle va pouvoir contester le titre, elle sera recevable à le faire. Pour autant, elle ne pourra pas contester le montant du titre. Donc, vous voyez, c'est fini en fait. Donc là, en revanche, je vous dis, si jamais, si vous avez une contestation de la validité de la décision de résiliation a été effectuée dans le délai de 2 mois qui suit sa notification, ou si, ça devient compliqué, je pense, ou si sa notification du mémoire en réclamation dans le délai de 30 jours, là, vous ne pouvez pas émettre de titre. Vous êtes obligé soit de parvenir à un règlement amiable par un protocole d'accord, ça je vais l'aborder après, tout ça, les modalités de règlement, soit vous allez devoir saisir le juge, vous ou l'entreprise en fonction du montant qui doit l'argent acquis. La plupart du temps, c'est le titulaire pour la fixation amiable ou judiciaire du décompte. Voilà. En l'absence de recours en contestation de validité de la décision de résiliation, cette saisine doit être effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la décision expresse implicite de rejet de la réclamation sous peine de forclusion des prétentions indemnitaires du titulaire. Je rappellerai également ça dans la future formation. En fait, on applique toutes les règles du décompte général au décompte de liquidation, dans la mesure où le CCAG des travaux précise expressément que le décompte de liquidation de résiliation se substitue au décompte prévu par l'article 13 du CCAG des travaux. Donc dans ces cas-là, le décompte de liquidation devient définitif. Il est possible d'émettre un titre de recette pour procéder au recouvrement du solde négatif du décompte. S'il n'est pas négatif, en fait, vous notifiez un décompte avec un solde à 1000, 0 €, et l'entreprise, elle le conteste. C'est ça qui se passe. Donc là, je vais arrêter. Il y a peut-être des questions. Alors. Il n'y avait pas de questions encore. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Alors. Donc, les outils de règlement des litiges. Très important. La phase amiable, à ne pas négliger. Donc ça, c'est le CCAG des travaux, je le cite, c'est important, je pense, de le savoir. Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objets du marché. Alors là, clairement, il y a une expression qui dit « vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès ». C'est vrai, franchement. Nous, la plupart du temps, quand on fait des analyses de réclamations, difficultés d'exécution, notre conseil, si on voit que réellement les prétentions sont fondées, c'est de recourir à la négo, de discuter, de faire un échange, partir au contentieux. Je vous avoue, ça n'a pas d'intérêt pour les entreprises ni pour le maître d'ouvrage, vu les délais, vu les coûts. Voilà, il ne faut aller au contentieux que si vraiment il y a un désaccord entre les deux parties. Il faut toujours chercher à s'accorder. Donc là, je vais rappeler, pour moi, ça relève de la phase amiable dans les outils. Là, c'est les outils, c'est le pendant de l'ordre de service, du pouvoir exorbitant de l'ordre de service. Tout de même, l'ordre de service, s'il doit être exécuté, quoi qu'il en coûte, par, on va dire, l'entreprise, il peut quand même faire des réserves et faire des réclamations indemnitaires lorsque ces ordres de service dépassent les obligations de son marché. Dans ce cas-là, la procédure, c'est quoi?
le titulaire il retourne immédiatement au maître d'œuvre, ou au maître d'ouvrage, hein, s'il n'y a pas de maître d'œuvre, un exemplaire signé de l'ordre de service sur lequel il indique la mention manuscrite signée avec réserve. Alors ça, c'est indispensable. Alors, immédiatement, c'est quoi le délai? Il n'y en a pas, c'est immédiat. Voilà, c'est pas précisé dans le CCAG des travaux. Et attention, là, le délai qui est impératif, c'est le délai de 15 jours. Dans le délai de 15 jours, en plus d'avoir envoyé l'OS avec réserve, il explicite ses réserves au MOE. Le titulaire est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qui n'auraient pas été évoquées dans ses réserves. Si le titulaire ne respecte pas ces délais, il ne peut plus contester les conséquences financières de l'ordre de service. Il est irrecevable. Il y a de la jurisprudence là-dessus. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en cours de chantier, si l'intégralité de la problématique financière résulte des conséquences de l'ordre de service, il ne peut plus le contester. Et ce qui est imparable, c'est l'ordre de service avec des prix nouveaux provisoires, que je rappelais tout à l'heure. Donc, en plus de ça, hein, également, là, je rappelle comment le mémoire réclamation, hein, parce que ça ne suffit pas hein, encore. Il faut que l'entreprise, en plus, fasse un mémoire réclamation. Alors là-dessus, sur les ordres de service, elle n'a pas de délai. Elle doit faire son mémoire réclamation au moment où elle sait qu'il y a un désaccord hein, avec l'entreprise. Donc là, je ne vous ai pas rappelé les stipulations hein, sur le mémoire réclamation. Je préfère reprendre la jurisprudence qui est plus précise. Donc, en fait, l'importance hein, pour l'entreprise et pour vous, hein, parce que si l'entreprise ne respecte pas ses modalités, en réalité, ce n'est pas un mémoire réclamation et du coup, elle n'interrompt pas les délais que sont censés interrompre le mémoire réclamation. Donc, ne constitue pas un mémoire réclamation une demande de règlement supplémentaire adressée au maître d'œuvre par le titulaire faisant corps avec un projet de décompte final. Si vous voulez, vous avez votre décompte final. L'entreprise, elle notifie uniquement son décompte final avec une ligne travaux sup temps. Parce que en fait, voilà, il n'y a pas de mémoire réclamation. Voilà. Il n'y a pas d'exposé d'indifférent, il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas tout ça. Pourtant, c'est souvent le cas. Hein. Les entreprises font souvent uniquement ça. Ne présentent pas le caractère de mémoire réclamation, un mémoire intitulé mémoire de travaux, ne comportant aucun motif de réclamation ni aucun exposé de différent. Le mémoire sur décompte, alors là, on bascule. Donc, il peut y avoir des mémoires réclamation au cours d'exécution des travaux. Il peut y avoir des mémoires réclamation post-notification du décompte général du marché. Le mémoire sur décompte doit indiquer de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles il se réfère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'entreprise fait des mémoires réclamation avant l'établissement du décompte général, si, suite à la notification du décompte, elle ne reprend pas toutes ses réclamations dans un mémoire récapitulatif, elle est réputée les avoir abandonnées. Voilà, c'est très important. En fait, l'entreprise, elle doit faire des décomptes avant et après le décompte. Elle doit faire par exemple des mémoires avant et après le décompte. Le mémoire sur décompte doit comporter les motifs de la contestation et le montant des sommes dont le paiement est revendiqué. C'est indispensable, effectivement, pour qu'on puisse analyser la demande et justifier la demande. Le mémoire sur décompte doit comporter des contestations motivées, chiffrées, selon la même logique. Là, la petite phrase, hein, tant que le titulaire n'a pas adressé, la petite phrase avec une faute, de mémoire réclamation, le maître d'ouvrage n'a pas à se positionner expressément ou tacitement sur la réclamation. C'est vrai que nous, alors pourquoi je rajoute ça? On est souvent saisi par des maîtres d'ouvrage publics qui ont, on nous dit, on a une entreprise qui me demande des travaux supplémentaires, comment je fais, comment je la paye, qu'est-ce que je fais? Et souvent, notre première question, c'est avez-vous reçu un mémoire réclamation? Et la plupart du temps, il n'y en a pas. En fait, il y a un mail, il y a des propos en compte-rendu de chantier. Voilà. Tant que l'entreprise n'a pas formalisé sa demande, il n'y a pas à répondre à la demande. C'est pour ça que si vous êtes en cours de chantier, si vous avez une entreprise qui commence à faire des difficultés, légitimes, pas légitimes, sur l'existence de travaux supplémentaires ou de difficultés d'exécution, vous lui dites « D'accord, peut-être, mais je veux que vous formalisez votre mémoire en réclamation. » Voilà. C'est utile pour plein de choses. C'est utile pour analyser la demande, vérifier s'il y a un risque, pas de risque, et puis, le cas échéant, justifier dans le cadre d'un avenant ou d'une modification de marché ou d'un protocole d'accord, de justifier le paiement des prestations. C'est indispensable.
Là, j'aborde un article un peu, alors, sauf erreur de ma part, un peu méconnu du CCH des travaux, qui est très très bien. Pour ça, il faut un bon maître d'œuvre ou une bonne maîtrise d'œuvre interne. Là, c'est la présomption de l'existence d'un vice de construction. Alors, le maître d'œuvre peut, en cours d'exécution, et attention, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire du délai d'1 an normalement qui suit la date d'effet de la réception du marché, il peut prescrire les mesures de nature à permettre de déceler ce vice de construction. Ces mesures peuvent comprendre la démolition partielle ou totale de l'ouvrage. Ça va loin. Là, je cite le CCH des travaux. Les investigations peuvent être réalisées par le maître d'œuvre lui-même, ou le maître d'ouvrage lui-même, si vous êtes en maîtrise d'œuvre interne, ou par un tiers sous sa direction au contradictoire du titulaire. En fait, là, on fait une mini-expertise en présence du titulaire, du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, pour voir si oui ou non le vice est avéré. Si découverte d'un vice, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité nécessaire aux indications sont mises à la charge du titulaire. Si pas de vice, reste à la charge du maître d'ouvrage. Démolition en construction, ça peut coûter cher. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut un bon maître d'œuvre, il faut être sûr de son coup quand on fait ça. Et ça permet, sans passer par la voie... En fait, voilà, c'est pour des petites problématiques pour moi. Si vous avez une petite problématique sur un élément d'ouvrage, partie d'ouvrage, élément d'équipement, ça c'est intéressant comme stipulation. En revanche, si c'est l'intégralité des travaux qui doivent être repris, on ne peut pas recourir à ça, sauf voilà, peut-être faire une réunion qui permet de poser le problème, mais ça ne permet pas de régler le litige, on va dire. Là, je parle du protocole transactionnel que j'ai rapidement abordé tout à l'heure. Protocole transactionnel, il ne faut pas hésiter à recourir. C'est imparable. C'est bien parce que ça évite, par exemple, si vous êtes dans le cas de difficultés en cours de chantier et qu'on excède les montants prévus par le Code de la commande publique, et effectivement, ce n'est pas imputable à l'entreprise, ça évite de devoir être condamné par le juge pour payer l'entreprise. Parce que ça arrive, ça. Ça arrive que, d'un commun accord, le maître d'ouvrage et le titulaire partent au contentieux, se font condamner parce que le maître d'ouvrage, il n'a pas la possibilité de régler, en respectant le code de la commande publique, l'entreprise, parce que ça arrive, un dérapage total de chantier. Donc là, il ne faut pas hésiter à recourir au protocole. Il y a une circulaire là-dessus, qui est un peu ancienne aujourd'hui. Maintenant, on préfère viser directement le code des relations entre l'administration et les usagers, qui est applicable dans le cadre des contrats. Donc là, qui dit, ainsi que le prévoit l'article 2044 du Code civil, et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour déterminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. Là, je cite l'article 2044, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, déterminent une contestation née ou préviennent des contestations à naître. Ces règles de forme et de fond ont été rappelées là, il y a peu de temps par le Conseil d'État. En réalité, la vraie question, au-delà des concessions réciproques, c'est qu'est-ce qui est indemnisable. Pour ça, dans le protocole, si vous en arrivez là, il faut justifier. Il faut justifier avec l'entreprise pourquoi il y a eu des prestations supplémentaires, pourquoi elles sont supplémentaires, pourquoi elles coûtent ce prix. Voilà, pourquoi c'est pas du fait des parties, et voilà, l'intérêt de tout ça, c'est que si vous ne le faites pas, ça peut constituer une libéralité, ce qu'on appelle, c'est la jurisprudence Merli, une jurisprudence ancienne, et les libéralités sont prohibées. Une personne publique ne peut pas consentir de libéralité auprès d'une personne privée ou publique. Contre personne publique, il y a des dérogations, mais je ne vais pas aborder la question. On ne peut pas consentir à une libéralité. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que votre protocole, il devient illégal. Donc, il peut être annulé par le juge. Voilà. Nullité de la transaction, c'est bien le refus. Voilà. Donc, ça, c'est très gênant. Il faut absolument justifier quand vous passez le protocole. Passer un protocole, il peut y avoir d'énormes sommes. Il faut être très vigilant là-dessus. Voilà. C'est pas... Voilà, je vous avoue, la rédaction d'un protocole, c'est un sacré boulot.
Donc, toujours dans la continuité du protocole transactionnel, il y a 2 modes alternatifs de règlement des litiges qui existent. Et la conciliation, moi, je ne l'aborde pas, je vous avoue. Il y a le médiateur qui a un rôle. Le médiateur, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la médiation, ça marche bien. Le médiateur, on nomme une personne ou 2 personnes. Il y a souvent peut-être un juriste et un technicien qui vont être là pour permettre aux personnes de revenir pourquoi il y a un litige, quel est différent. Chacun va peut-être revoir ses positions. L'objectif est de libérer la parole entre les parties, de voir les difficultés réelles de chaque partie. Et ça permet souvent, très souvent, de trouver un accord et de transiger. Ça marche assez bien la médiation, je vous avoue. Si vous n'avez pas envie de partir au contentieux et qu'une entreprise vous propose la médiation, il ne faut pas hésiter à la proposer. C'est un bon outil, moi, je trouve. Et ça se formalise par un protocole. Donc la médiation, elle peut intervenir avant le contentieux, elle peut intervenir aussi pendant, et même à l'initiative du juge. Autre mode alternatif, le plus connu à mon sens, le CIRA, un comité consultatif de règlement amiable des litiges. Alors le CIRA, c'est pas du tout le même rôle. Le CIRA, on est presque devant une juridiction. On a un rapporteur qui analyse le dossier, qui récupère des mémoires. Chaque partie fait part de ses prétentions par écrit. C'est très formel. Et sur cette base-là, il y a une séance qui est organisée. On se rend à la directe. Pour les gens qui sont en Bretagne, c'est à Nantes. Il faut aller à Nantes. Et là, on est en séance face à un collège avec un magistrat au centre et avec des représentants des collectivités, des représentants des entreprises. Et il y a un débat. On nous questionne et ils rendent, suite à cette séance, un avis en précisant clairement il faut payer, pas payer, il faut payer tant. Donc, effectivement, quand vous avez un avis du CIRA, vous pouvez transiger derrière, homologuer l'avis assez facilement. En fait, je vous avoue, il n'y a pas trop de risques. Le CIRA, voilà, c'est un peu, c'est comme une juridiction, sauf qu'il ne juge pas en droit, il juge également en équité. Voilà, je vous avoue, pour les maîtres d'ouvrage publics, le CIRA n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être un déséquilibre entre la représentation des collectivités, des personnes publiques et des entreprises. On a des gens qui représentent les entreprises qui sont très moteurs, qui connaissent bien le dossier, qui justifient bien, qui font bien pencher la vie dans le sens de l'entreprise. Et malheureusement, les collectivités, ça arrive qu'il y ait des bons représentants, c'est pas forcément le cas, et le rapport de force est inversé, et c'est pas habituel, je vous avoue, parce que devant le juge, c'est pas le cas. Donc le CIRA, voilà, à ne pas refuser. Il ne faut pas refuser d'aller devant le CIRA, à mon sens, ni devant le médiateur. Mais bon, vous n'êtes pas tenu ni par la... Alors, il n'y a pas d'avis du médiateur, mais vous n'êtes pas tenu par l'avis du CIRA. Donc, ce n'est pas grave. Si l'avis ne vous convient pas, vous laissez l'entreprise aller au contentieux. Également important, la saisine du médiateur et du CIRA, pour le titulaire, suspend les délais que j'ai rappelés avant. Tous les délais de recours. Le délai de 6 mois, le délai en contestation, voilà, ça suspend les délais. Phase contentieuse. Alors, phase contentieuse. Vous avez un problème, je vous rappelais, l'état des lieux contradictoires ou le vice de construction. L'état des lieux contradictoires, c'est prévu par l'article 12 du CCAG des travaux. Ça permet à tout moment de demander au maître d'œuvre de faire un état des lieux contradictoire. On a un problème. Voilà, c'est fait, c'est pas fait, c'est mal fait. On regarde, ça marche pour les petits problèmes. Pareil pour le vice de construction, l'article 32 du CCAG des travaux. En revanche, quand on a des difficultés d'exécution plus importantes, il y a d'autres outils qui existent. Le premier, c'est les référés constats. Donc là, je vous rappelle les dispositions du Code de justice administrative. C'est quoi le référé constat ? Il n'y a même pas besoin de justifier de l'urgence. Le référé constat, c'est on demande à un expert technique, à un ingénieur en bâtiment, un architecte, on demande au tribunal de venir, c'est très rapide, on demande de venir constater un fait. Ça peut aller assez loin. Il peut venir constater une malfaçon, il peut venir constater un désordre, il peut venir constater une inexécution contractuelle, il peut venir constater un abandon de chantier, très important quand on met en œuvre des procédures de résiliation aux frais et risques, et que par exemple l'entreprise refuse de venir à l'état des lieux contradictoires. Donc on peut faire ce constat par un homme de l'art en demandant au juge
Je vous avoue habituellement comment ça se passe. Le client nous saisit, on rédige très rapidement une requête, on met dans la requête et dans la mission d'expert une date limite, on appelle le tribunal. Alors ça peut être fait sans ministère d'avocat, hein, ce référé constat. On appelle le tribunal, on lui précise que le chantier doit très rapidement reprendre, qu'il va y avoir des conséquences financières ou qu'on va devoir faire des travaux de reprise rapidement pour remédier au désordre et qu'on veut le faire constater avant de couvrir le désordre. Bah, ça sert à ça, le référé constat. C'est une super arme, en fait, et ça fait très très peur aux entreprises. Ça va très très vite. Et c'est impressionnant. Voilà. Ça ressemble à une expertise judiciaire, mais dans un temps très ramassé. L'entreprise n'est même pas alertée que vous déposez ce référé constat. Elle ne l'apprend que quand l'ordonnance de désignation de l'expert arrive, et elle est convoquée directement par l'expert au constat. Donc ça, c'est un outil vraiment à utiliser si vous avez des questions là-dessus. Moi, j'ai un exemple là auquel je pense. Un chantier complètement planté d'amiante, désamiantage, qui retardait tout. Vous imaginez, on désamiante avant de reconstruire et de réhabiliter un ouvrage. L'entreprise de désamiantage demandait une augmentation de 100% du montant de son marché, qui a été refusée par le maître d'ouvrage. L'entreprise a abandonné le chantier, elle a laissé tout en plan, et avec une problématique énorme sur un chantier amianté. Vous imaginez les risques qui pèsent sur le maître d'ouvrage public, avec les sécurités, la sécurisation de l'accès de ce chantier. Donc là, il a été décidé par le maître d'ouvrage public de faire ce référé constat. Ça a conduit à quoi l'expert est venu à constater l'abandon de chantier, à constater que les travaux n'étaient pas exécutés, et même aller, parce qu'on a réussi à obtenir ça du tribunal, à dire quels étaient les travaux nécessaires pour parvenir au parfait achèvement de l'ouvrage. Tout ça dans un délai d'1 mois. Et là, il est venu dire qu'en fait, le montant des travaux réclamés par l'entreprise était pas nécessaire parce que ces travaux n'étaient pas nécessaires. Donc, c'est là où on a inversé le rapport de France avec l'entreprise, qui était une grosse boîte, et elle a repris le chantier. Et finalement, elle a formulé une réclamation. Elle a pris le risque, finalement, l'entreprise. Elle a eu peur de la résiliation frais et risques. Elle a pris le risque de continuer le chantier, de porter ses réclamations, d'abord de manière amiable, et je vous avoue, on va aller au contentieux. Voilà. Donc, référé constat, arme imparable si vous avez des grosses difficultés d'exécution. Référé expertise. Alors, ça sert à. Voilà, référé expertise, c'est beaucoup plus lourd, plus long. Là, ministère d'avocat obligatoire maintenant, parce que vous n'êtes pas, si vous êtes un maître d'ouvrage public dans les causes, on va dire, dispensées de ministère d'avocat. C'était le cas avant, ça ne l'est plus depuis la réforme du code de la justice administrative. Donc là-dessus, ça sert à quoi le référé expertise? Ça sert à, avant tout ce qui litige responsabilité des constructeurs. Vous avez des désordres, il faut faire un référé expertise. Si jamais vous ne vous mettez pas d'accord avec l'entreprise, le maître d'œuvre. C'est indispensable. Et ne perdez pas de temps. Ne perdez pas le temps en expertise amiable assureur. Ne perdez pas le temps dans des discussions. Vous risquez de péter les délais, le délai de garantie parfait achèvement, votre délai décennal. Vous risquez de réceptionner un ouvrage alors qu'il ne devrait pas être réceptionné. N'hésitez pas à lancer des référés expertise, même si c'est bloquant pour les chantiers et pour le règlement des litiges. C'est l'étape incontournable, indispensable. Ça décide de l'issue du litige, clairement, l'expertise judiciaire. Autre cas où il y a le recours au référé expertise, là, c'est l'entreprise ou le maître d'œuvre qui a fait des prestations supplémentaires. Je vous le disais, la plupart du temps, ils ne le font pas. Il y en a qui le font parce que c'est indispensable. Il faut une expertise judiciaire pour démontrer la réalité des prestations supplémentaires réalisées et la réalité du montant qui est réclamé. Voilà. Grosse expertise sur pièce. Voilà, les expertises judiciaires, là, ça va moins vite. On dépose une requête, il y a un délai, tribunal administratif de Rennes, on est sur 3 mois. Je donne un exemple, tribunal administratif de Nantes, c'est 2 mois. Voilà, tribunal administratif de Paris, c'est des délais 3, 4, 5 mois. Bordeaux, on est également sur 2 mois. Poitiers, c'est 4, 5 mois. Voilà, je pourrais vous donner des exemples là-dessus. C'est beaucoup plus long à l'instruction. Et tout se fait au contradictoire. Les entreprises peuvent faire des mémorandums en défense, demander le rejet de la demande d'expertise, peuvent tout faire. Voilà. C'est pour ça que c'est long. Référé provision, qu'est-ce que c'est? Référé provision, c'est quand vous n'avez pas de contestation sérieuse. Alors, il n'y a pas à démontrer l'urgence. Pour le maître d'ouvrage public, c'est quoi? Vous faites un référé provision, par exemple, pour prouver, parce que vous n'êtes pas obligé d'émettre un titre exécutoire, recouvrer le montant négatif
de votre décompte qui est devenu définitif. Il n'y a pas de contestation sérieuse parce que, en vertu du principe d'unicité et d'intangibilité du décompte, la créance, elle est due par l'entreprise. Vous émettez soit un titre, soit vous saisissez le juge dans le doute. Ça peut être bien aussi. Nous, on conseille souvent l'émission d'un titre. C'est beaucoup plus simple et c'est moins onéreux. Référé provision, ça sert également en garantie des constructeurs. Par exemple, vous êtes un expert judiciaire. Vous avez réalisé des travaux de reprise immédiats pour éviter que les préjudices immatériels explosent. Vous faites un référé provision sur la base d'une note aux parties de l'expert qui est suffisamment claire sur un point très précis. Vous précisez que là, il n'y a pas de contestation sérieuse. Les entreprises sont responsables. Je demande uniquement le montant des travaux nécessaires pour qu'ils soient remédiés au désordre. Et là, ça vous permet de préfinancer, d'obtenir un préfinancement des travaux si vous n'êtes pas en mesure d'assurer ce préfinancement. Référé provision, les délais d'instruction sont longs. À compter de l'enregistrement de la requête, habituellement, on est sur un délai de 6 mois à 1 an en fonction de la complexité du litige. Voilà, c'est des délais très longs. Mais comparé à ce que je vais aborder, avant d'aborder le deuxième, référé provision également énormément utilisé par les entreprises en cas de refus de paiement de prestations supplémentaires par le maître d'ouvrage. La plupart du temps, elles sont rejetées. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à démontrer qu'il n'y a pas de contestation sérieuse. Je vous le disais, il faut faire une expertise judiciaire pour démontrer la réalité des prestations. Si avant référé provision, sans avoir démontré ça par un expert judiciaire ou sans avoir des arguments solides, il y a toujours une contestation sérieuse. Voilà. Donc c'est rejeté. Recours au fond et de plein contentieux. Recours au fond de plein contentieux. Là, on est sur tout type de litige. Tout type de litige, le recours en contestation de validité de la décision de résiliation, le refus de paiement de prestations supplémentaires, le recours contre les constructeurs pour un désordre, un vice qui affecte l'ouvrage. Voilà, c'est tous les contentieux. C'est très long. En matière de garantie de constructeur ou d'excès de marché, c'est des contentieux qui durent 2 à 3 ans. Voilà, l'instruction. Pour uniquement la première instance. Après, il y a un appel, ça reprend 2 ans, il s'appelle au Conseil d'État. Ça arrive. Extrêmement long, extrêmement lourd, énormément d'échanges. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je crois que ça représente, par exemple au Théâtre Rennes, peut-être 3% des dossiers des magistrats, mais c'est 30% de leur temps. Parce que c'est des dossiers très chronophages pour tout le monde, hein. Pour les maîtres d'ouvrage, pour les entreprises, pour les avocats, pour les magistrats. La complexité du droit et la complexité technique des affaires amène à avoir des écritures très longues et énormément d'échanges et énormément de délais d'instruction. J'aborde également une autre procédure qui est l'affaire suspension, je précise entre guillemets, uniquement en cas de recours en contestation de la décision de résiliation. C'est la seule voie ouverte par la jurisprudence Bézier 2. Référé suspension, rarissime, clairement. Et puis qui est quasiment tout le temps rejeté. Voilà, j'ai fini ma présentation. Là, je vous invite à faire, me poser toutes questions que vous avez, même si ce n'est pas directement en lien avec ma présentation. Si je peux vous répondre, je le ferai volontiers. Donc, allez-y. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois, un protocole transactionnel est obligatoire si un montant final dépasse les 50% du marché initial. Très bonne question. Très, très bonne question. Alors, attention. Le protocole, en principe, ne doit pas conduire, ne permet pas, en fait. C'est pas parce qu'on ne peut pas passer d'avenant ou de modification de manière réglementaire. En principe, ça ne peut pas vous permettre de contourner les règles de la commande publique. C'est un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que votre protocole transactionnel soit requalifiable en avenant. Voilà. Donc, dans les faits, souvent, pour éviter tout problème, et c'est notre levier de négociation, souvent aussi face aux entreprises, on essaye de rester dans les clous. Quand on fait un protocole d'accord, on justifie et on s'accorde sur un montant qui ne dépasse pas 50% du montant du marché initial, pour éviter tout problème, clairement. Voilà. Si c'est le cas, on passe un protocole d'accord. Je vous avoue, il y a un risque
Il vaut mieux dans ces cas-là avoir un aval en amont de votre contrôle de légalité, de votre comptable public. Si vous en arrivez, voilà, normalement, en principe, un juge, lui, il n'est pas limité par ce montant de 50%. Dans la mesure où un protocole est censé éviter de passer devant le juge, on doit normalement pouvoir régler les mêmes problèmes que devant le juge, mais j'ai un doute, moi je vous avoue, parce que ça peut toujours être qualifié d'avenant, votre protocole. Donc voilà, dans le doute, ne dépassez pas le montant des 50%. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous n'avez pas de questions, si. J'aurais une question un peu annexe à ce que vous avez présenté concernant la responsabilité technicien rivière, peu importe son grade, en termes de marché public et de travaux. Oui, allez-y. Quelle est la question? Alors, je ne sais pas qui a posé cette question. Alors, je vois c'est Al Parcollet. Si vous pouviez préciser votre question. Bon, en attendant que je vais répondre à une autre question. Lorsqu'une entreprise pose un mémoire en réclamation et qu'on n'y procède pas, est-ce qu'à l'issue est forcément en justice? Alors, non. Clairement, je vous avoue, tant que l'entreprise n'a pas saisi le juge, vous pouvez toujours régler ça à l'amiable. Et même si elle saisit le juge, c'est pas parce qu'on saisit le juge qu'on peut pas faire un bon protocole d'accord. On peut transiger à tout moment. Alors, la question a été précisée, oui. Alors, quelle est la responsabilité qui oriente un technicien dans ses procédures? C'est-à-dire, du coup, la responsabilité personnelle dans ses procédures? Je ne sais pas, du coup, la question exactement. Je la comprends. Ah, est-ce que vous encourez, si vous faites une faute détachable, oui, de votre service, oui. Dans le principe, vous êtes dans l'exercice de votre fonction. C'est pas parce que vous commettez des fautes que vous en êtes responsable. C'est le maître d'ouvrage qui en est responsable, c'est l'entité pour laquelle vous travaillez. Faut faire une faute détachable du service, faut y aller quand même. J'ai jamais eu le cas où personnellement une entreprise. Alors oui, moi je vous avoue, quand je reprends un dossier, voilà, moi on me donne toute difficulté s'il y a eu des erreurs commises. Il y en a toujours des erreurs. Hein. Les entreprises commettent également plein d'erreurs. C'est pas grave. On fait avec et on peut toujours les régler. La plupart du temps, on les règle. Hein. Donc, et je vous avoue, j'ai des agents, des fonctionnaires, des élus qui stressent énormément parce qu'ils ont commis une petite erreur. Et c'est pas dramatique hein, dans la plupart du temps. En fait, le vrai problème, c'est pas les erreurs que vous pourriez commettre en tant que maître d'ouvrage, qui ont des conséquences. Et c'est pas des conséquences personnelles, c'est des conséquences pour le maître d'ouvrage. Ce sont les fautes que vous pourriez commettre en tant que maître d'œuvre interne qui peuvent avoir des conséquences parce que vous avez beaucoup plus d'obligations. Voilà. Mais toujours responsabilité de l'entité, non pas personnelle, sauf faute détachable. Mais alors là, dans ce cadre-là, j'en vois pas. Sauf que vous mettez en danger délibérément les gens, je vous avoue. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une autre question. J'ai vu à l'agent. Alors, je ne sais pas, la Titou en galet. C'est ça. Hein. Ah oui, d'accord. Vous précisiez sa question, je pense, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a du temps encore. Est-ce que, si vous n'avez pas de questions... S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, on va pouvoir clôturer la séance, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, je remercie tout le monde pour votre participation. Je suis désolée pour ceux qui ont eu des petits problèmes de connexion. J'enverrai l'enregistrement, la vidéo à toutes les personnes qui se sont inscrites et je diffuserai au réseau.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais aussi vous envoyer une petite enquête de satisfaction, c'est histoire d'améliorer un petit peu aussi ce qu'on peut faire et avoir vos retours. Et Hugo, je t'invite, si tu es d'accord, à me renvoyer aussi ton diaporama. Oui, je vais te l'envoyer. Tu pourras aussi également transmettre s'il y a des questions après. Il y en a une d'ailleurs qui vient d'arriver. Mon mail, ouais, je vais répondre, j'ai vu. Mail, voilà, moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, les assureurs peuvent-ils imposer un type de recours? Alors, ouais, bonne question. Moi, ce que je rappelle souvent, alors c'est quel assureur? Attention, on entend toujours l'entreprise quand il y a un problème, faut faire une déclaration de sinistre. Non, quand il y a un problème, il appartient à l'entreprise de régler le problème et non pas à son assureur. Après, il ne faut pas ne pas faire ce que demandent les assureurs. Pourquoi? Parce que avant réception, si vous avez des problèmes avant réception, il y a une grosse problématique de solvabilité des entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'assurance obligatoire avant réception. Donc, un assureur, si c'est votre assureur qui vous impose un recours, en principe, il faut le suivre. Si c'est l'assureur de l'entreprise, pourquoi pas, il faut étudier. Mais en tout cas, l'objectif pour vous, c'est d'avoir une garantie derrière de quelqu'un de solvable, donc de l'assureur. Alors après, voilà, il faut vérifier si les assureurs, parce que c'est pas un monde si simple, si doux, il faut vérifier que l'assureur n'essaye pas de vous mener en bateau et essaye pas de faire en sorte aussi que vous ne respectiez pas les délais et n'interrompiez pas un délai, notamment un délai contractuel qui nécessiterait un référé expertise, par exemple, ou un recours au fond, ou une mise en demeure, voilà. Donc voilà, l'assureur, il n'a pas la main. Sauf si vous êtes dans un cas où c'est votre assureur, là, il peut avoir la direction du procès, mais je ne vois pas les cas où ça serait le cas, sauf si vous êtes en responsabilité civile. En revanche, c'est pas parce qu'il y a un désordre que tout doit être mené par les assureurs. Ça ne désengage pas les parties de leurs propres obligations. Je le rappelle tout le temps, parce que sinon les délais dérapent. Voilà. Alors, j'ai vu. Autre question. Tranche optionnelle doit être obligatoirement lancée par MAJ. Doit-on bien préciser les conditions dans lesquelles il y a des charges? Alors, si une tranche, elle est optionnelle, non, elle n'a pas à être lancée tant que vous ne l'avez pas affermie. Voilà. Et oui, les conditions doivent être bien précisées. Et ça, on pourra aborder ces questions-là. Alors, si vous suivez la prochaine formation sur les préventions, les cahiers des charges, où en fait, j'ai fait exprès de ne pas aborder plein de sujets parce que tout ce qui est réception, tout ce qui est découvert, voilà, je n'ai pas abordé ces questions-là parce que je suis obligé de les aborder dans la prévention des litiges avec les cahiers des charges. Effectivement, j'en ai pas parlé au tout début de la webconférence, mais normalement, on a prévu un deuxième temps avec Hugo. Par contre, on n'a pas encore calé de date et je pense que ça se fera probablement en septembre, puisque j'ai déjà, pour ma part, pas mal de webconférences à organiser, mais pas forcément sur cette thématique-là. Donc, je vous serai mis au courant et la webconférence sera encore enregistrée et diffusée à tout le monde et au réseau Rivière compris. Là, il y a une bonne remarque là, je vois. On aurait pu l'envoyer avant, il était prêt. Je vois le diapo, là, il y a une question, est-ce qu'on peut envoyer les diapos avant? J'y penserai pour la prochaine, pour qu'on puisse le diffuser. Oui, tout à fait. Ouais, je vous l'enverrai. C'est une bonne idée. Ouais. Alors, j'ai une autre question encore. Alors, une autre question, alors ça c'est bon. Il arrive qu'un maître d'œuvre ne veut pas prendre la responsabilité d'un ouvrage parce qu'il n'a pas réalisé l'étude préalable. Ah oui. Alors, c'est-à-dire, il accepte le marché, mais comme il n'a pas fait les études préalables, il ne veut pas le faire. Bah, normalement, il ne peut pas refuser. Hein. Il ne peut pas refuser votre maître d'œuvre s'il a accepté le marché. Si c'est fait par un autre, il accepte l'encadrement des travaux. Alors, là-dessus, je rappelle, hein, je ne sais pas pour je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais en principe, hein, si vous êtes une personne publique, c'est la loi MOP qui s'applique. Donc, on ne peut pas scinder la mission de base du maître d'œuvre.
si y a pas, si vous êtes en études préalables et qui commence directement aux missions de base, il est obligé de réaliser la conception et l'exécution des travaux. Donc, normalement, il ne peut pas refuser. Il peut pas refuser. Et puis, c'est très dangereux, je vous avoue, pour vous, si vous avez un maître d'œuvre qui refuse, qui se désengage déjà à ce stade, non, il faut qu'il ait la pleine responsabilité. Le fait qu'il n'ait pas fait les études préalables ne sont pas susceptibles de désengager de son obligation de moyens de réalisation de cette prestation et de son obligation de conseil. S'il voit que les études préalables, notamment, sont insuffisantes, il doit vous dire de les compléter, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Je suis intarissable, si vous voulez, sur la responsabilité des maîtres d'œuvre, mais... Il ne fait que la maîtrise d'œuvre, il n'a pas fait l'étude. Bah oui, à ce moment-là, ça arrive souvent que les études préalables soient faites par un autre, à ce moment-là, il est responsable. C'est-à-dire qu'il a des éléments, on appelle ça les données d'entrée, qui sont les études préalables. Et si il ne relève pas les insuffisances de cette étude, il en est responsable. En revanche, s'il vous dit « j'ai un problème, c'est insuffisant », vous devez compléter. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas engager sa responsabilité du fait de ces insuffisances. C'est ça le rôle, en fait. C'est vos études, elles ne me vont pas. Je veux qu'elles soient complétées. Et là, vous devez le faire. En revanche, s'il dit rien, il accepte. Lorsqu'il exerce alors, lorsque l'on exerce une maître d'œuvre, doit-on désigner... Oui, alors, c'est très important. Quand vous êtes en maîtrise d'œuvre interne, il faut bien distinguer normalement, je ne sais pas si c'est ça la question exacte, vous allez me dire, il est important dans les pièces de votre marché et même dans vos relations avec les entreprises de bien dire « j'interviens en qualité de maître d'œuvre, j'interviens en qualité de maître d'ouvrage ». Parce que ce n'est pas les mêmes missions. Et la loi MOP précise bien que quand on est en maîtrise d'œuvre interne, ce qui est possible, vous devez clairement identifier au sein de votre entité une direction, une mission, ou une personne qui est le maître d'œuvre, distincte du maître d'ouvrage public. Voilà. C'est très important. Et quand vous signez tout document, que vous envoyez un OS, vous dites bien en qualité de maître d'œuvre, en qualité de maître d'ouvrage. Voilà, j'imagine, oui. Moi, ça ne m'étonne pas qu'en travaux en rivière, vous soyez en maîtrise d'œuvre interne. Donc là, distinguez bien les deux. L'exemple que j'ai, moi, c'est souvent comment on distingue. On a en fait le représentant du pouvoir adjudicateur, qui est maître d'ouvrage public dans les pièces du marché, qui est l'entité en elle-même, votre syndicat. Et puis la maîtrise d'œuvre interne, elle est assurée par telle direction, tel service. Voilà. C'est comme ça que c'est précisé. Avec, ça va être la même adresse si vous voulez, mais c'est un service dédié et qui est désigné comme maîtrise d'œuvre interne. La plupart du temps, c'est, je sais pas, la direction, l'équipement, je donne des exemples. C'est une direction précise. Direction du patrimoine, voilà. En tant que personne, alors là, oui, effectivement, en tant qu'individu, il y a des questions qui se posent sur la maîtrise d'œuvre interne. En principe, si vous faites de la maîtrise d'œuvre interne, vous devez être assuré en tant que maître d'œuvre. Le principe, c'est ça. Enfin, vous ne devez pas être assuré à titre personnel, mais normalement, la collectivité doit l'être, ou votre syndicat. C'est rarement le cas. Pourquoi? Et dans ces cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que la collectivité devient son propre assureur, en fait, si vous n'avez pas souscrit l'assurance. Et en tant que personne particulière, sauf si vous faites des missions d'architecture, il n'y a pas de besoin d'une assurance personnelle. En revanche, si vous êtes architecte, si. Là, je ne pense pas que vous ayez ce statut dans le cadre de travaux en rivière. Ça peut arriver d'être architecte au sein d'une entité, d'un service public. Donc pareil, responsabilité, maîtrise d'œuvre interne, vous êtes agent, c'est l'entité au-dessus de vous qui est responsable, c'est pas vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions, si.
Quel document doit signer le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage pour les OS ou avenants, par exemple? Alors, j'ai envie de dire, je vais être simple, et ça, on en parlera dans l'autre formation. Le principe, c'est tout ordre de service doit être établi et signé par le maître d'œuvre. Et en fait, quand on lit bien le CCSG travaux, on comprend assez rapidement que tout ordre de service qui a un impact délai ou coût doit être en réalité contresigné par le maître d'ouvrage. Toujours signé du maître d'œuvre, contresigné par le maître d'ouvrage. Et pour être très clair, et ça c'est un truc que je vais préciser dans la future formation, il faut que dans votre pièce particulière, votre CCAP par exemple, vous dérogiez clairement à l'article 3 du CCSG de travaux en précisant que tout ordre de service qui aurait un impact sur les délais d'exécution ou sur le coût des prestations doit être contresigné du maître d'ouvrage. Il ne faut pas laisser entre les mains de votre maître d'œuvre ce pouvoir. Ça peut, par moments, ça se passe toujours très bien parce que vous avez une bonne relation avec votre maître d'œuvre, mais le jour où ça se tend, et moi j'en ai vu, des maîtres d'œuvre qui valident par OS des devis à 50 prestasup, c'est gênant. Voilà. Chez nous, on a le cas où un bureau d'études a proposé un projet que le syndicat a validé. Suite aux travaux, le projet a eu des conséquences à l'amont et en particulier est mécontent et veut une remise en état. Qui est responsable? Alors, c'est simple. Là-dessus, est-ce que vous avez... Alors, si vous n'avez pas réceptionné les travaux, j'espère que vous n'avez pas réceptionné, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous êtes responsable vis-à-vis du tiers, c'est le dommage de travaux publics en fait. Vous êtes responsable vis-à-vis de la victime. En revanche, vous avez la possibilité d'appeler en garantie votre maître d'œuvre pour tout manquement qui serait à l'origine du dommage. Vous n'êtes pas sachant, lui en plus il est assuré pour ça. Donc là, le dommage, si vous êtes en cours d'exécution, vous pouvez rechercher sa responsabilité. Donc attention, si vous êtes en train de réceptionner, il faut faire une réserve sur cette problématique. Et si vous êtes en train de solder le marché, il faudra bien ne pas établir le décompte ou établir un décompte qui prévoit bien en réserve cette problématique. Si vous êtes réceptionné avec le décompte et que le dommage est intervenu, la réclamation après. Dans ces cas-là, il faut que vous démontriez, et là c'est compliqué pour les travaux en rivière, que le dommage à l'origine du dommage du désordre subi par la victime est lui-même un dommage de nature décennale. Ça veut dire que vous êtes susceptible de rechercher la responsabilité du maître d'œuvre, du bureau d'études, sur le fondement décennal, et donc vous l'appelez en garantie sur le fondement décennal et plus contractuel. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisamment précis. Donc en gros, avant réception, vous pouvez rechercher la responsabilité de votre maître d'œuvre, bureau d'études, pour tout manquement commis qui causerait un dommage au tiers. Si c'est réceptionné, il y a une étape supplémentaire. Il faut démontrer la gravité et la nature du dommage que vous subissez sur vos ouvrages ou travaux et qui, par ricochet, cause un dommage au tiers. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Voilà. Ah bah oui. Donc c'est un problème de conception qui est lié à... Ouais, c'est courant. Un problème d'érosion en amont. Ouais. Bah oui. Bah, c'est clairement il est responsable. Hein. C'est pas vous qui avez fait la conception. Hein. Donc là, vous avez bien un dommage de travaux publics. Vous avez une atteinte aux berges. En amont, il va rechercher votre responsabilité. Donc, effectivement, il faut appeler en garantie votre maître d'œuvre. Parce que vous n'allez pas être assuré pour ça. Lui, il l'est. Des travaux ont été réalisés par le syndicat dans les années 70, curage, recalibrage. On observe aujourd'hui des dégradations sur les parcelles riveraines. Ouais. Trous au droit, potentiellement liés à des travaux. Ah oui, d'accord. Quelle responsabilité a le syndicat aujourd'hui? Alors, clairement, c'est marrant, on en parlait juste avant que je commence. Clairement, en tant que maître d'ouvrage public, vous êtes responsable du dommage au tiers. Tiers, pourquoi? Parce que pas usagé. Hein. Le riverain, il est tiers. Présomption de responsabilité qui pèse sur le maître d'ouvrage public.
Les tiers n'ont juste à démontrer la réalité du dommage et le lien de causalité avec l'ouvrage public ou l'absence de réalisation de travaux. Donc en fait, vous allez, s'il y a réellement un dommage qui excède certaines conditions, qui constitue entre guillemets un trouble anormal de voisinage, vous êtes responsable, vous devez payer. En revanche, si là, années 70, vous n'avez plus de recours contre les constructeurs. Pourquoi? Parce que vous êtes au-delà du délai de 10 ans. Il persiste la trentenaire, la responsabilité trentenaire, qui permet, en cas de fraude ou de dol, de rechercher la responsabilité du constructeur. Je vous avoue, il faudrait voir les cas. Hein. C'est très dur à engager. J'ai jamais réussi. Je vous dirais pas de partir sur un contentieux là-dessus. Après, si vous êtes à l'amiable, hein, vous pouvez chercher à le prétendre. Mais là, malheureusement, je pense que pour vous, vous allez être seul par rapport aux riverains. Il faut peut-être rappeler que le pendant hein, de la victime hein, de dommages de travaux publics, c'est que peut-être ces travaux dans les années 70 ont amélioré leur propriété. C'est-à-dire que vous avez amélioré les berges, les limites de leur propriété en le faisant. Ça permettrait de diminuer la part de préjudice indemnisable. Après, voilà, si les riverains ne réclament pas d'expertise judiciaire, hein, vous n'avez pas indemnisé. Là-dessus, en plus, je pense qu'en tant que syndicat, vous êtes assuré en responsabilité civile. Donc là-dessus, il n'y a pas. Il faut faire une déclaration de sinistre dans ces cas-là, à votre assureur. Multirisque, normalement, vous avez ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport aux dommages. Il n'y a plus de questions. Eh bien, merci Hugo. Puisqu'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir... on va terminer. Voilà. Et je te propose aussi, nous, qu'on essaie de se caler une date pour la prochaine webconférence. Ouais. On en parlera quand tout le monde sera parti, si tu veux. Si tu veux bien rester 2 minutes encore. Je resterai. Merci. Très bien. Merci à tous, en tout cas. Je vous envoie au plus vite, soit cet après-midi, soit la semaine prochaine. Ça va dépendre de comment je m'organise. Je vous envoie la vidéo. Je vous envoie le diaporama quand Hugo me l'aura transmis. Et si on a réussi à caler une date aussi pour la prochaine formation, le prochain temps en webconférence, je vous tiens tous au courant. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Merci, au revoir.